Faut se dire que BitTensor aujourd'hui, c'est Bitcoin en 2013, quoi. Encore beaucoup de temps avant que BitTensor prenne son plein potentiel. BitTensor arrive à faire tout ce que toutes les civilisations et même les pays essaient de faire depuis la nuit des temps, coordonner des gens entre eux pour qu'ils travaillent autour d'un but commun. Vous voyez dans BitTensor, je sais pas, dans le top 5, top 10 bientôt Bientôt, je sais pas, mais ouais, complètement top 5, top 10. Ouais. Par contre, je vois très peu de scénarios dans lesquels BitTensor n'explose pas sur les 10 prochaines années. Salut à tous et bienvenue sur CryptoColis. Aujourd'hui, on va parler du projet BitTensor. Son token, le Tao, c'est l'un des projets leaders dans la catégorie d'intelligence artificielle avec une market cap de plus de 3 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'écosystème BitTensor et on va parler d'un projet français qui s'appelle MentaMinds et qui optimise le stacking sur BitTensor. On va voir aujourd'hui quels sont aussi les problèmes rencontrés sur BitTensor et le potentiel de BitTensor. Et c'est parti pour l'interview avec Antoine et Gustave de MentaMinds. Salut les gars. Aujourd'hui, on va parler vraiment de l'écosystème BitTensor. Déjà, pour commencer, est-ce que l'un de vous deux veut présenter BitTensor Je vais laisser la main à Gustave. Salut Gary, merci de nous recevoir. Avec plaisir, on est toujours ravis de parler de BitTensor. Alors, résumer l'écosystème BitTensor, c'est un peu compliqué. C'est très grand, c'est un large écosystème, mais c'est aussi super intéressant. Si on veut résumer l'idée, c'est de démocratiser les mécanismes d'incentive et de permettre en fait à n'importe quel team de venir construire son mécanisme d'incentive sur une blockchain et ensuite d'avoir des participants qui vont venir participer à cet incentive et essayer de gagner le maximum de reward en résolvant le problème de la team. Ces problématiques d'incentive, on appelle ça des subnets. Donc en fait, c'est des sous-réseaux, subnetworks. Et ce qui est très fort sur BitTensor, c'est justement qu'ils ont fait toute l'infrastructure pour bien organiser la coordination des participants de ces sous-réseaux et de ces sous-réseaux entre eux. Et donc en fait, ça termine avec un grand réseau qui est BitTensor, dans lequel plein d'applications se développent grâce à des bons systèmes d'incentive. Et donc ça crée une innovation, des nouveaux use cases qui sont très intéressants. Et voilà, c'est comme ça que je résumerai BitTensor. Ok, c'est un peu abstrait, mais c'est une bonne explication. Est-ce que tu as un cas un peu concret je sais pas, d'un projet par exemple qui build sur BitTensor Ouais, un cas très concret qu'on utilise de temps en temps. Je dirais qu'il y en a deux qu'on peut donner comme exemple. Le premier, c'est entraîner un ChatGPT, entraîner un LLM. Donc, le problème l'incentive, ça va être la meilleure loss que tu trouves en tant que toi développeur du LLM, plus tu vas être rémunéré. Ok. Voilà. Et l'output du subnet, donc la production, ça va être un LLM qui est de bonne qualité. Donc ça, c'est un exemple. Donc, en fait, c'est faire un concurrent de ChatGPT dont la production est décentralisée. Ok. Un autre exemple, c'est par exemple beaucoup plus terre à terre. On veut générer du trafic sur des sites internet. On crée un subnet dont le but, ça va être de générer du trafic sur des sites internet et les participants vont être incentivés pour ça, vont être rémunérés pour ça. Et donc ceux qui génèrent le meilleur trafic avec la meilleure quantité de trafic vont recevoir plus d'incentives que les autres. Okay. Donc ça va pousser les participants à générer plus de trafic. Générer du trafic par exemple, ça peut être l'affiliation. Exactement, genre okay. De l'affiliation, donc des clics, du temps sur le site internet, et être sûr que faire grossir ce site internet. Plutôt qu'un site internet, on peut penser à un compte Instagram par exemple. Ouais. Ok. Et donc l'un des gros use cases de BitTensor, c'est vrai qu'on dit souvent que BitTensor c'est un peu le projet IA et le projet leader IA dans la partie crypto. Il y a ce use case que tu mentionnais, mais c'est quoi, pourquoi spécialement l'IA, c'est lié à l'infra ou En fait c'est parce que déjà parce qu'en ce moment tout le monde parle d'IA, ouais, bien sûr. Mais il y a aussi une vraie raison, c'est que l'IA c'est un des problèmes les plus importants. Et si il est bien incentivé, en fait, c'est comme disait Charlie Munger, je crois, show me the incentives and I'll show you the outcome. Donc, si on arrive à bien incentiver des problématiques d'IA, on peut avoir des résultats excellents. Et surtout, si on arrive à faire ça avec un système décentralisé, ce qui est l'objectif de BitTensor, on a à la fois des IA qui sont très bien développées, avec des use qui fit à des use cases spécifiques, et en plus, tout ça sur une plateforme décentralisée, sur quelque chose d'ouvert. Et donc, c'est win-win, plutôt que d'avoir ChatGPT qui construisent leur propre modèle en closed source, sans les partager à personne, etc. quoi. Ok. Parce que, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est arrivé à un moment où l'open source AI avait en fait besoin de ça. C'est le problème qu'on a. J'ai jamais eu d'incitation en fait sur l'open source AI. Et en fait, c'est en plus arrivé pile au moment avec les scandales d'Elon Musk qui avait parlé de OpenAI qui n'était pas du tout open. Et de toutes ces labs qui sont pas du tout open, quoi. Et derrière des researchers qui adoreraient
c'est des chercheurs qui adoreraient consacrer tout leur temps, mais qui ont aucune incitation à le faire, quoi. Et c'est intéressant de développer un peu ce concept d'open source AI, parce qu'aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, quand on passe par exemple par un ChatGPT, le problème c'est que finalement c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Et justement, le fait que ce soit open source, est-ce que tu peux rappeler l'intérêt que ça permet, notamment en termes de privacy peut-être Ouais, en fait, c'est juste qu'on a c'est des black box. Aujourd'hui, ChatGPT, on va lui poser une question. Il y a un modèle qui est entraîné en fait avant pour répondre à cette question, mais on ne sait pas du tout les paramètres qu'on lui a donnés en input, les paramètres qu'on a réglés. Donc en fait, il y avait énormément de problèmes éthiques sur ces enjeux. En fait, il y avait des problèmes par rapport, tous les problèmes qu'on peut avoir sur l'éthique dans notre société, les sujets tabous entre guillemets. Et il y a des gens qui veulent que ce soit totalement ouvert, des gens qui veulent que ce soit un peu plus fermé, des gens qui veulent que ce soit restreint. Et déjà, la première l'étape à ça, c'est que ce soit ouvert et que tout le monde voit en fait comment on feed the beast entre guillemets, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, et le but de cette open source AI, c'est qu'on le fasse. Sauf que pour le faire, il faut en fait qu'il y ait des revenus qui tombent dans les poches des researchers. Et c'est ce que permet du coup BitTensor. C'est de le faire en fait des modèles qui sont totalement ouverts, que tout le monde peut voir. On ne sait pas encore si ça va être parfait, il va y avoir des débats, mais au moins on aura la transparence et on pourra plus être entre guillemets manipulé. Ok, ouais, c'est intéressant. Et est-ce que ça va, parce que là on parle du modèle, mais aussi est-ce que ça va de pair avec la donnée qui feed le modèle? C'est-à-dire que tu pourrais, en fait, tu sais quelle librairie va alimenter le modèle et donc ça permet d'en savoir plus, tu vois, sur l'output. Exactement. C'est tout ce qui fait le modèle en fait. C'est quels sont les inputs qu'on donne au modèle. Et l'open source AI permet justement de voir et de connaître tous les inputs qu'on donne à ces modèles-là. Sur quoi on les entraîne. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une équipe sur BitTensor qui s'appelle Macrocosmos. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont découpé toutes les phases, toutes les étapes pour entraîner un modèle d'IA. Et chacune de ces étapes est un subnet. Donc, par exemple, le premier, c'est le subnet de data scraping, donc celui qui va chercher la donnée. Le deuxième, ça va être le subnet de je ne sais plus. Le troisième, c'est pour entraîner le modèle. Et le quatrième, c'est le fine-tuning. Donc à la fin, quand on veut vraiment customiser le modèle pour un use case précis ou un autre. Donc ce que fait cette team de Macrocosmos, ils sont basés en Angleterre, c'est hyper intéressant. C'est qu'ils prennent cette grosse boîte noire, justement, cette grosse black box qui est comment entraîner un modèle de LLM. Ils le découpent en étapes et chaque étape devient son propre subnet. Et tous ces subnets communiquent entre eux évidemment. Ok, ouais, hyper transparent. Donc avec la transparence, donc hyper intéressant. Exactement. Et pour les taupiller un peu, BitTensor et Macrocosmos, ils ont déjà battu sur certains benchmarks et sur des performances des modèles de Mistral, des modèles de Meta. Donc c'est très très encourageant. Ok, hyper intéressant. Et d'ailleurs, BitTensor, ils ont des concurrents aujourd'hui sur la partie un peu décentralisation, open source. Pas vraiment. Donc on entend parler du Decentralized AI, c'est le gros narratif. Et en fait, quand on regarde plus en profondeur sur les projets, à chaque fois, c'est des projets qui viennent résoudre des use cases précis. Et c'est pour ça qu'on adore autant BitTensor et que c'est si intéressant, c'est que en fait, BitTensor, elle vient mettre le framework en place pour permettre à d'autres gens, à d'autres équipes, de venir développer des systèmes qui vont résoudre ces use cases. Donc si on pense, je sais pas, à Render par exemple, à Fate ou à plein d'autres choses, ça c'est des use cases très précis. Donc en fait on pourrait les assimiler à des subnets. Akash par exemple, donc qui fait du compute décentralisé, il y a 3 subnets de compute sur BitTensor qui ont déjà des métriques qui sont au moins aussi bonnes que Akash. Donc voilà, en fait, la vraie spécificité de BitTensor et pourquoi c'est unique, donc tu me parlais des concurrents, nous à notre connaissance il n'y en a pas, c'est que ça crée vraiment une architecture où chacun peut venir développer son use case facilement et dans le même écosystème que les autres. Et en plus de ça, je dirais qu'il y a aussi l'incitation, c'est-à-dire il y a énormément de projets de Decentralized AI, en fait, où les participants doivent arriver avec un modèle AI disponible et ensuite ça le met en relation via la blockchain, mais ce qui pourrait être fait plus ou moins avec des connexions API. Et en fait, il n'y a pas ce projet d'incitation. En fait, dans les modèles AI, dans en fait, n'importe quel computer application, ce qui est important, c'est la recherche, c'est la production, c'est d'être payé quand tu recherches. Moi, si mon modèle il est prêt, tu vois, et ce qui est important dans BitTensor, c'est que ça incite les équipes. Donc une équipe, elle peut arriver avec un use case, une envie de construire, une envie de build, une envie de rechercher, mais elle doit être payée pendant ce temps de recherche. Parce qu'en fait, quand le modèle il est déjà prêt, que tu le monétises sur la blockchain ou via un front-end, je sais pas, et il y a vraiment ce côté d'incitation et de monétisation de la recherche en fait que touche BitTensor et que pour moi en tout cas
j'ai vu aucun autre projet crypto ou AI, X blockchain touché à ce point-là. Ouais. T'es d'accord? Ouais, Gustave, complètement, non mais complètement. Et donc ça me fait penser encore à autre chose qui est intéressant avec BitTensor, c'est qu'en plus d'avoir l'architecture qui coordonne, on va dire, toutes ces applications, au-delà de ça, en fait, BitTensor les met en compétition. C'est-à-dire que tous ces use cases sont en compétition pour récupérer le maximum d'incentives de la part de BitTensor, donc le maximum de TAO, reward, tout simplement. Et donc, il y a vraiment encore une fois, une compétition qui pousse chaque use case à dire non, regarde ce que moi je fais, c'est mon use case qui est le plus intéressant. Et donc, ça augmente en fait le niveau pour tout le monde, pour toutes ces applications. Oui, intéressant. Si on faisait un peu le parallèle avec la DeFi, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare Morpho et AAV, Morpho, c'est plus l'architecture. Et AAV, finalement, c'est une application et limite un AAV pour être recodé sur Morpho. C'est exactement la même idée. Ouais. Okay. Et alors, vous, comment vous êtes tombé un peu dans la marmite? Comment vous êtes tombé un peu dans BitTensor? On en parlait un peu en off avant, mais vous avez tous les deux une vision très long terme du projet. Et je suis curieux d'en savoir un peu plus, ça remonte à très longtemps. On s'est rencontrés il y a 10 ans. Okay. On a découvert le Bitcoin ensemble. On a commencé à s'y intéresser. Ensuite, certains sont allés en DeFi. Un autre, Antoine, plutôt sur le ML, Machine Learning. Et finalement, on s'est retrouvés il y a à peu près un an et demi à découvrir BitTensor et à se prendre, on va dire, la plus grosse claque qu'on s'est prise depuis qu'on a découvert le Bitcoin. Ok. Parce qu'à la base, juste vous lisiez un peu le white paper. Non, doc, moi j'ai travaillé dans l'écosystème Bitcoin, chez un Bitcoin wallet, sur le Lightning. Ensuite, j'ai travaillé en DeFi pendant 3 ans chez Engel Protocol. Ouais. Je crois que tu as déjà reçu Pablo ici. Bien sûr. Et j'en avais un peu marre de la DeFi. Et finalement, on s'est retrouvés sur quelques mois plus tard, on a découvert BitTensor. Et c'est en parlant ensemble qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des use cases très précis, que ça sortait un peu du schéma classique de la crypto qui se reproduisait pas mal depuis 4-5 ans autour de la DeFi, et qu'on allait vraiment sur ce système d'incentive qui en fait venait résoudre un peu la problématique de base même du Bitcoin, qui est de coordonner des gens sur un système décentralisé. Donc Bitcoin le fait très bien pour la monnaie. Et BitTensor cherche à généraliser ça pour potentiellement n'importe quel use case. Et en tout cas, c'est pour moi, jusqu'à aujourd'hui, la meilleure tentative de cette généralisation. Ouais, coordonner des acteurs de marché, peu importe le use case. Exactement. Ouais. Et vous le disiez en off juste avant, c'est-à-dire que vous avez vraiment une vision très long terme. Pourquoi vous voyez BitTensor à horizon quelques décennies En fait, on ne voit pas aujourd'hui, quelqu'un qui a une computer application, on ne voit pas les bénéfices qu'il a à ne pas produire sur BitTensor. C'est aussi simple que ça. Ouais. On ne voit pas les bénéfices qu'il n'a pas. Ça apporte en fait une infrastructure, ça t'apporte des équipes, ça te génère des revenus. T'as automatiquement en fait des équipes, des entités, que ce soit des labos, des recettes, des recherches, qui travaillent pour toi sur le modèle, sur le use case. Donc techniquement, ça t'apporte aussi donc des équipes. Donc c'est les validateurs, c'est le but des validateurs dans le réseau, qui devront monétiser et industrialiser les outputs. Et ouais, en fait, on voit pas. Il y a peut-être certains use cases encore qui sont pas, on va dire, adaptés à BitTensor, mais la plupart des computer applications peuvent se construire sur BitTensor et peuvent se construire de manière beaucoup plus efficiente, en fait. C'est même, la dernière fois, on en parlait quand on voulait faire une trade. C'était en fait même plus, on disait, c'est BitTensor arrive à faire ce qu'aucune civilisation a fait, ou ce que toutes les civilisations et même les pays essaient de faire depuis la nuit des temps. C'est en fait coordonner des gens entre eux pour qu'ils travaillent autour d'un but commun. Ouais. Exactement. Peu importe les barrières de langage, de religion, on s'en fiche, on s'en fout de tout ça. Il y a un but commun, et BitTensor arrive en fait à mettre et à inciter toutes les personnes d'un même groupe à travailler autour de ce but. Et ça, c'est peu importe, on s'en fiche, quoi. Peu importe le layer, la technique, les limitations de la chaîne, c'est incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, dans BitTensor, il y a ça, en fait. Toutes les parties prenantes nécessaires à la résolution d'un problème technique peuvent travailler entre elles et être tout incitées par la chaîne. Ok. Ouais. Et si on reprend l'analogie avec le Bitcoin, Bitcoin, ils ont réussi à faire ça autour de la proof of work. C'est ça, Bitcoin, en fait. C'est inciter tout le monde à venir faire de la proof of work. Et là, comme dit Antoine, BitTensor, on peut faire ça. Et sauf que comme tu viens créer ton subnet, tu crées ta courbe d'incentive, donc tu crées le but commun dont Antoine parlait, quoi. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que quand tu crées ton application, finalement, tu te connectes via un subnet à l'écosystème. Et après, ça va être une recherche un peu à l'efficience. Exactement. Par exemple, toi, aujourd'hui, Gary, tu as une idée.
t'as une idée, t'as une idée technique qui tient à cœur, c'est un sujet de recherche qui tient à cœur. T'as envie de le pousser, t'as envie d'amener ce sujet assez loin dans la recherche. Tu dis, je vais créer un subnet, je vais créer une courbe d'incitation qui sera adaptée à ce subnet-là. Et il y a des gens qui vont automatiquement, compete pour résoudre cette tâche, pour résoudre ce problème. Et d'autres personnes qui vont automatiquement essayer de le monétiser. Et en fait, tu vas avoir automatiquement toutes ces personnes qui travaillent pour toi. Toi, tu vas en plus avoir des revenus. Et du coup, ça va être le use case va avancer beaucoup plus vite, en fait. Le sujet de recherche, on va aller ensemble beaucoup plus loin. Ok. Et tu vas avoir 256 personnes qui travaillent pour toi sans avoir besoin de faire aucun entretien d'embauche, sans avoir besoin de virer des gens, sans avoir besoin de... Et ce sera une sélection naturelle aussi qui se fera automatiquement. C'est-à-dire BitTensor inclut pour toi. En fait, dans ce système, les gens inefficients, les équipes inefficientes, les équipes mal intentionnées seront automatiquement éjectés de ton équipe de recherche, entre guillemets. Ok. Donc, ça marche. Et vous, quand vous avez commencé à creuser cet écosystème BitTensor, quand vous avez dit, OK, on peut trouver un peu un cas d'application, une application qui peut aller... Nous, de base, on voulait sens. Faire un subnet. Donc, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 64 de computer application. Le but, c'est qu'il y en ait 1000 après, ou même plus. Mais le fondateur part souvent de 1000. Nous, on s'est dit, on va faire un subnet. On a commencé un peu à creuser, à regarder. On a eu pas mal d'idées de subnet. On regardait les designs de subnet. Ce qui est cool, parce que du coup, aujourd'hui, ça nous a appris à bien comprendre la globalité de BitTensor. Puis, à un moment, on a vu ce problème qui était la délégation, en fait. On s'est dit, attends, mais la délégation, il y a vraiment un problème sur la vision qu'ont tous les validateurs dans BitTensor. Tous les validateurs se disent, en fait, calquent un peu ce qui se passe sur les autres blockchains, alors qu'il n'y a rien à voir. Et on dit, il y a un énorme problème de vision. Il y a une énorme demande et un énorme besoin aussi pour une gestion de la délégation dans BitTensor. Okay. On peut pas trop... on peut en parler techniquement, là, mais il faut un podcast de 2-3 heures. Ouais. Parce que c'est intéressant parce que moi, j'ai fait récemment avec Laszlo Sabo, donc fondateur de Kiln, on a fait un épisode sur le stacking. Ouais. Et c'est vrai que je vais schématiser. Mais en gros, finalement, quand tu vas choisir un délégateur pour tes Ethers, par exemple, ou peu importe, tu vas regarder comme critère la fiabilité du validateur, la commission qu'il va prendre et combien tu vas gagner in fine, l'efficience du validateur, et c'est à peu près tout, quoi. C'est assez simpliste dans la démarche de choisir un validateur, ce qui d'ailleurs peut poser problème parce que finalement tout le monde va aller peut-être vers le même validateur par mimétisme, je sais pas, mais ça a l'air plutôt simpliste, et donc c'est vrai que tu dis à quel moment ça peut devenir compliqué de choisir un validateur. En fait, sur BitTensor, ce que disait Antoine, c'est que la validation est complètement différente que de la validation, prenons sur Ethereum pour simplifier. En fait, les validateurs aujourd'hui sur BitTensor ne valident pas la chaîne, ne valident pas les transactions de la chaîne, les blocs, mais ils valident les outputs des subnets. En fait, ils valident la production des subnets. Donc, on disait tout à l'heure, quand tu crées ton subnet, tu détermines des critères pour remplir un objectif. Et qui vérifie ces critères et note les participants par rapport à ces critères, ce sont les validateurs. Okay. Donc en fait, si aujourd'hui on a 64 subnets, en fait il y a 64 différents subnets à valider. Donc le validateur doit faire 64 fois le travail. Donc nous on s'est rendu compte de ça assez tôt avec MantaMinds. Et ce qu'on s'est dit, c'est que on va laisser les validateurs valider et nous on va se concentrer vraiment sur la délégation. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va dans chaque subnet regarder quel est le meilleur validateur et sélectionner le meilleur validateur. Okay. Et donc ça permet de lisser le rendement, d'avoir le meilleur rendement dans chaque subnet, plutôt que de dire moi je préfère ce validateur, sauf qu'en fait il va être bon sur les 10 premiers subnets, moyen sur les 50 suivants et très mauvais sur les 4 derniers, par exemple. Non, nous on dit, on arrive techniquement, grâce à notre produit, à venir sélectionner le meilleur validateur sur chacun des subnets. Ok. Et j'imagine que vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui. Ouais, on est les seuls. Okay. Sachant qu'en plus, du coup, les validateurs ne peuvent pas... il y a 64 subnets pour la même émission. Et du coup, en fait, un validateur n'est pas rentable à valider sur tous les subnets. Donc, c'est aussi la vision de BitTensor. En fait, si on doit avoir des validateurs qui se spécialisent sur certains subnets. Et du coup, il y a besoin ensuite de délégateurs comme MantaMinds qui vient agréger, en fait, et chercher... vraiment bridge de gap entre... l'état holder et chaque subnet et la validation dans chaque subnet. Ok, donc vous êtes un peu un agrégateur de validateurs. Exactement. C'est ça. Okay. Et ça, je tiens à dire que c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais s'il y a des gens intéressés, il y a le DTAO qui va arriver, une update et qui va changer et complexifier ça encore plus. Ok,
Donc vous allez avoir encore plus de... Exactement. Ouais, Plus de valeur ajoutée. Plus de valeur valeur ajoutée. ajoutée, ouais. Mais c'est marrant. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que actuellement, enfin avant votre produit, c'est que la validation des nœuds sur le protocole, on va dire, elle était quand même pas du tout efficiente. Et du coup, ça donnait un API à combien à peu près versus ce que vous proposez en termes d'API Donc il y a des validateurs comme je pense à Rizzo ou à Roundtable qui vraiment valident eux-mêmes sur tous les subnets, qui font vraiment ce travail dont on parlait de validation de subnets à fond. Et eux, en termes d'API, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais ça tourne la dernière fois qu'on a entre 13-14%. Et nous, actuellement, on est autour de 18-19%. Ok. Donc voilà. Et c'est parce que eux, ils font tout ce travail de validation, c'est un énorme boulot. Il y a une image qui a tourné un peu sur les requirements en termes de machines pour faire ce travail. C'est vraiment un énorme travail quoi, sur BitTensor. Ok, et donc après, vous, j'imagine, vous prenez un cut, une partie... Exactement. 18-19%, nous, c'est le net of fees. C'est net après of fees, les frais, ok. Ouais, ça marche. Et ouais, non, pour venir un peu là-dessus... Enfin, je sais pas s'il y a la transparence. Est-ce que vous allez avoir plusieurs stratégies pour justement. Parce qu'en fait, c'est assez complexe. Je sais pas si on prend l'analogie toujours avec Morpho, il y a plein de vaults sur Morpho. Est-ce que vous allez justement peut-être proposer différentes stratégies pour valider avec des stratégies plus ou moins risquées, je sais pas. C'est exactement ça. Et en fait, donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est du coup, on choisit les validateurs dans tous les subnets. Et demain, avec cette update du Dynamic TAO, les TAO holders vont directement devoir choisir les subnets. Okay. Donc on va devoir choisir, moi je stake sur ce subnet, sur ce subnet. Donc ça complexifie énormément la tâche parce qu'il y a 64 subnets, c'est un travail de VC à part entière en fait. Et en connaissant en plus toutes les particularités de la chaîne BitTensor, les courbes d'incitation, etc. Donc nous ce qu'on va faire c'est comme tu dis créer des stratégies allant de la stratégie la plus riskless possible à peut-être une petite digen box, mais pour commencer vu que il y a beaucoup de dynamique aussi, on va voir la façon dont elles émergent. On a beau faire toutes les simulations qu'on veut aujourd'hui et être un leader sur la recherche dans le DTAO, on va attendre un mois. On a des gros clients, même aussi des fois un peu institutionnels. On peut pas se permettre de les envoyer directement au casse-pipe pour avoir un API à 40%. Mais oui, voilà, le but c'est vraiment d'avoir notre première stratégie standard et c'est vraiment ce qu'on va proposer, je pense, à tous nos partenaires et même aux TAO holders qui, on va dire, n'ont pas le temps et la place en fait. Mental de s'occuper de ça et c'est leur dire nous on vous gère pour vous, on vous promet le meilleur API, le meilleur riskless API. Donc le meilleur API sans risquer vos fonds et une couverture totale du réseau. Vous n'avez pas à réfléchir, vous avez le meilleur trade-off. Après pour des gens qui veulent un peu plus, qui connaissent un peu plus les enjeux, qui sont prêts peut-être à risquer un peu, on aura aussi des stratégies pour eux. Ok, alors pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des subnets peut-être qui sont beaucoup plus risqués que d'autres. Et donc, en gros, si tu t'y exposes, tu peux te faire slasher. Je sais pas comment ça marche, mais tu peux perdre tes TAO. C'est vraiment des pools. Ça, je pense que tu vas en parler. On passe d'un système de validation à un système de... Enfin, il y a toujours cette validation qui a lieu. Mais maintenant, l'utilisateur, quand il va venir staker dans un subnet, en fait, il va venir swapper son TAO pour le token du subnet. D'accord. En fait, c'est vraiment comme si tu investis dans des cryptos, dans des ERC20 sur Ethereum. Sauf que cet investissement va venir diriger l'émission de TAO que va recevoir le subnet. C'est pour ça que le système est très intéressant. Mais en termes, du point de vue de l'utilisateur, du holder de TAO, voilà, lui, s'il choisit le subnet 1, 2 et 3, en fait, il l'investit sur les subnets 1, 2 et 3. Donc il y a un risque de perte. Exactement. Il y a totalement un risque. Donc nous, comme disait Antoine, notre premier objectif, c'est d'avoir une stratégie qui va maximiser ton APY sans t'exposer à ce risque de perte. Donc tu es garanti de garder tes TAO. Comment d'ailleurs parce que vous, je sais pas, vous prenez une position short, vous hedgez votre position. En fait, il y a une stratégie qui te permet d'être investi par défaut à part égale sur tous les subnets. C'est pas exactement, je résume un peu, mais voilà. C'est-à-dire que tu dis en fait, moi j'ai pas envie de risquer mes TAO, mais j'ai envie de recevoir une partie des émissions des subnets. D'accord. Et donc tu peux recevoir ça. Et ça, pareil, c'est optimisable. Ok. Ouais, non, la question c'est parce que en fait, j'imagine que quand tu perds sur un subnet, c'est parce qu'un autre subnet gagne, mais c'est un jeu à somme nulle, c'est ça? Alors. Dans le premier design, là on rentre dans les détails, le premier design c'était un jeu à somme nulle. Finalement ils ont décidé d'enlever cette limite tout simplement pour permettre à certains subnets de mourir entre guillemets ou à d'autres subnets aussi de dépasser BitTensor, tu vois, donc de vraiment dépasser les autres subnets par une grosse longueur d'avance, quoi. Ok. Et comment la communauté perçoit cette innovation? Est-ce que elle est bien perçue ou pas? Parce que j'imagine ça fait débat quand même, parce que c'est quand même un gros changement de paradigme. Elle n'est pas du tout bien perçue. Elle n'est pas du tout bien perçue parce que
parce que attention, là, faut être politique là. Dans la manière de Ça parler, dépend, on t'es se dur, débat là. t'es dur. Mais non, Ouais. non, elle est pas. D'ailleurs, juste typiquement- une petite question avant que tu répondes. Ouais. Est-ce que vous êtes, parce que vous créez un projet on top of Ouais. BitTensor, est-ce que vous êtes payé par BitTensor? Est-ce que vous avez un grant de la part de BitTensor? Non. Est-ce que non? Donc C'est pas du tout même la vision de la fondation. Ouais. C'est vraiment pas du coup. Ils ont pas du tout la même place qu'à l'Ethereum Foundation. Quoi. Ils sont Ok. vraiment anti-grants. Ok, ouais. ça marche. On peut en parler d'ailleurs avec ce qui se passe en ce moment, mais ouais. je sais pas si tu as vu les derniers débats sur la fondation Ethereum. Ouais, carrément. Mais justement, au TF, donc Open Tensor Foundation, ils essayent de s'extraire le plus possible de tout ça. Ok. Donc vous êtes, ce que je veux dire, c'est que vous êtes objectif dans ce que vous allez dire et que vous n'êtes pas entre guillemets. Oh, Ah non, ouais, à ce ouais, niveau-là, on non, n'est pas totalement, biaisé. ouais. Ok. ouais. Et donc ouais, pour revenir à la question, donc comment c'est perçu par la communauté? Donc mal, tu disais. Bah, en fait, nous, on est fans déjà de... Aujourd'hui, il y a des problèmes dans BitTensor que résout cet update. Ok. Donc pour nous, ça fait vraiment passer BitTensor à une meilleure version de BitTensor. Ok. Ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient early sur BitTensor, qui ont acquéri du coup des grosses positions dans BitTensor et beaucoup de pouvoir. Il y a même une petite BitTensor mafia aujourd'hui. Ok. Que ce système va permettre de démanteler, entre guillemets. Donc déjà, il y a tous ces grosses têtes du réseau qui n'ont pas envie de voir en fait, ce shift de pouvoir et de ce pouvoir en fait, leur être ôté. Donc il y a ça qui est très mal vu. Il y a tous les subnet owners aussi qui, eux, ils buildent leur application, ils ont un peu peur parce qu'il y a certains subnet applications qui sont allés déjà loin dans leur use case, qui ont des partenariats et ils ont un peu peur de ça, ce que je comprends. Mais le but, je pense, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à travailler avec. Mais globalement, quand même, il y a en fait donc, le fondateur de l'Open Tensor Foundation qui est Const, son handle, qui est très, très, très bullish sur cet update et qui veut absolument la passer. Ok. Pour justement que le système d'incitation marche parfaitement. Ouais. Mais il y a quand même, enfin dis-moi, je m'arrête, mais il y a quand même, je pense, bien 80% des gens qui build sur BitTensor aujourd'hui, qui de base, ça va de mieux en mieux, mais il y a 6 mois, étaient totalement contre le DTAO. Okay. Au début, la plupart étaient frileux, maintenant ça va beaucoup. C'est ça, les gens sont de moins en moins frileux. Ok, ils ont menacé limite de créer un autre TAO, je sais pas, un clone. Non, il n'y a pas eu de. C'est pour te dire à quel point ils sont attachés à BitTensor. Et juste, c'est assez technique ce dont on vient de parler. Si vous deviez le résumer en une phrase, le changement du paradigme, enfin de la V1 à la V2, ce serait quoi Alors, une phrase, la situation actuelle est. Moi, j'y vais. Alors, vas-y. Je pense pas que tu allais dire vas-y. J'y vais, c'est bon. Non, je dirais qu'avant, c'est simple, c'était un peu une sorte de cabale des 64 plus gros validateurs qui décidaient où vont les émissions. Okay. Et aujourd'hui, c'est tous les TAO holders, individuellement, qui vont décider ensemble où vont les émissions. Donc en fait, on introduit une dynamique de marché. Ok. Dans les initiatives. Ouais, donc en gros, tu as beaucoup plus de paramètres dans ta prise de décision pour déléguer tes TAO. En tant qu'holder, exactement. Mais du coup, si tu regardes du point de vue du réseau, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu as vraiment cette dynamique de marché où les incentives, la répartition d'incentives entre les subnets dépend de l'avis de tous les participants. Puisque, comme tu viens de le dire, en tant qu'individu, tu dois faire ses choix. Okay. Sur toute la philosophie d'émission, avant le DTAO, il y avait en fait, la boucle n'était pas bouclée. Le TAO était au centre d'un volant d'inertie très très bien pensé pour inciter toutes ces personnes. Et il manquait un petit maillon de la chaîne qui était en fait ces validateurs qui devaient noter les subnets et qui n'étaient pas incités à le faire. Donc il y avait un petit maillon où en fait, l'incitation de tous les participants n'allait pas dans le même, dans le même sens. Tu vois, ils étaient incités ils n'étaient pas incités à voter bien ou pas pour des subnets. Donc l'émission TAO n'allait pas forcément là où elle devait être, ce qui favorisait un peu cette mafia entre guillemets. Ouais, je vois. Et du coup, c'est vraiment le maillon qui manque pour avoir une courbe d'incitation et un marché plus efficient. Je ne vais pas dire parfaite, mais pour moi c'est parfaite. Et vous, c'est quoi votre roadmap par rapport à ça? Parce que effectivement, alors je vais simplifier à fond, mais effectivement, quand on se dit, vous arrivez à faire du... Enfin, vous êtes une surcouche pour finalement faire du stacking sur TAO. Une fois que le produit il est fait, après j'imagine qu'il y a des améliorations à faire, notamment avec la V2 qui va arriver, mais une fois que c'est fait, c'est quoi un peu le prochain milestone après? C'est d'aller sur d'autres blockchains ou plutôt construire d'autres applications sur BitTensor Donc déjà, la première chose, c'est aujourd'hui, on a touché beaucoup de retail, on a touché des fonds liquides, on a le premier fonds liquide, tu vois, même des fonds liquides qui n'ont pas le temps de gérer en fait leur TAO, donc ils nous laissent en gestion. Enfin, il nous laisse entre guillemets parce qu'il peut arriver quand il veut, c'est totalement non custodial. Mais il y a vraiment un milestone déjà à aller chercher qui est vraiment aujourd'hui tous les exchanges qui ont du TAO ne le délèguent pas.
tous les staking providers, que ce soit les plus gros, les plus petits, ne proposent pas de staking de Tao. Tous les validateurs qu'on voit sur Bit&Sor, c'est des validateurs qui valident que sur Bit&Sor, qui se sont trouvés là, entre guillemets, au bon moment. Donc il y a déjà ce milestone à aller chercher. Donc en gros, toute la liquidité qui n'est pas stackée aujourd'hui. Donc c'est un gros travail de bizdev en fait, d'aller voir les exchanges. Et ensuite, après, dans la roadmap, en fait, nous, on a une conviction, et la conviction derrière MantaMind, elle est sur Bit&Sor. Elle n'est pas sur d'autres chaînes, elle n'est pas sur la validation d'autres chaînes, elle est vraiment centrée sur Bit&Sor. Et pour nous, Bit&Sor, c'est pas une chaîne, c'est 64 applications. C'est 64 et 1000 ans en devenir. Donc en fait, quand nous, on délègue ça, on donne aussi, ça c'est aussi des autres débats, mais ce Tao est, comme je disais, au centre d'un volant d'inertie pour l'émission. Mais du coup, ce Tao que nous, on délègue et qu'on donne à des validateurs, c'est de la bande passante pour tous ces modèles. Donc quand nous, on gère ce Tao, on a accès aux outputs de 64 computer applications. Donc c'est demain, en fait, on parle de Macrocosmos qui développent des LLM et tout ça, qui ont déjà battu des modèles comme Meta. Si demain, ils battent les modèles de OpenAI et Claude, eh ben, on a accès et on a la bande passante d'une application comme ça. Il y a des modèles de zero knowledge. Pareil, c'est nous qui avons accès à ça. Donc, il y a énormément à faire. Il y a un travail de monétisation, il y a un travail de... Et le milestone, il restera sur Bit&Sor. Est-ce que là où vous gérez combien, enfin, je suis allé sur votre site, c'est en gros, est-ce que vous gérez à peu près 13 000 Tao, c'est ça? Donc c'est l'équivalent de 5 millions de dollars Exactement. à l'instant T. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'augmenter la TVL. Ouais, c'est ça. Augmenter la TVL, et aussi, du coup, il y a aussi ce milestone de l'update qui arrive, et de vraiment proposer, être vraiment deep dans l'update, travailler main dans la main le plus qu'on peut avec la fondation pour développer les produits et les outils qui sont nécessaires à amener en fait toutes les personnes hors de Bit&Sor sur Bit&Sor. C'est un vrai défi sur ça. En fait, faut se dire que Bit&Sor aujourd'hui, c'est Bitcoin en 2013, quoi. Donc il y a vraiment encore beaucoup de temps avant que Bit&Sor prenne son plein potentiel. Je parlais tout à l'heure de Proof of Work comme étant une façon de coordonner et d'incentiver les gens à une tâche précise. Donc imagine 64 autres problématiques. S'il n'y en a rien qu'une ou même, disons, une dizaine qui arrivent au même niveau que Bitcoin aujourd'hui et avec la taille de Proof of Work, t'imagines la taille potentielle de l'écosystème Bit&Sor. Donc nous, c'est ça qu'on voit. Donc surtout, ne pas se déconcentrer en allant voir d'autres projets. Rester sur Bit&Sor parce que on devrait avoir largement assez de travail dessus comme ça. Je remets une petite couche, mais tu vois, même Virtuals qui a pété ces derniers temps, de base, c'était un subnet de Bit&Sor. Ça a pas pété. Virtuals, c'est une plateforme d'AI agents. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, vu que ça a pété, il y a trois subnets qui font des AI agents sur Bit&Sor. Et donc, Virtual était dessus. Ça n'a pas marché en partie à cause de ce maillon de la chaîne qui manquait et qui va être ajouté avec le Dynamic Tao. Mais c'est ça, il y a Coinmetrics aussi, qui est une grosse boîte. Il y a Kaito qui est un subnet. En fait, c'est vraiment chaque subnet est une boîte. C'est pas une blockchain, du coup, mais c'est pas... En fait, Bit&Sor n'est pas une blockchain comme les autres. C'est ça vraiment, si ça marche, et nous, on voit pas trop de vision dans lequel ça marche pas, ça a vocation à devenir très, très, très gros, en fait. Et on parlait justement du fait qu'il y a un vrai travail de délégation, encore plus avec la V2. Comment vous faites un peu ce travail de délégation? Est-ce que vous allez analyser chaque projet? Est-ce que c'est automatisé via des algos? Comment c'est... Il y a plusieurs. Donc, il y a aujourd'hui, déjà, nous, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les délégateurs. Donc là, aujourd'hui, c'est que de la data. Et on va chercher les meilleurs validateurs dans chaque projet. Il faut qu'on comprenne les enjeux techniques des subnets, mais on n'a pas de choix à faire sur on choisit ce subnet ou celui-ci. Ensuite, après, une fois qu'il y aura le Dynamic Tao, notre gestion, premièrement, elle va être de produire des stratégies quantitatives. Donc, c'est-à-dire, on regarde les cours d'émissions. Là, on a vraiment simplifié, mais en fait, il y a énormément d'émissions qui passent par des endroits qui repartent. Il y a beaucoup de vases communicants. Et donc, le but, c'est vraiment de comprendre toute l'algorithmie derrière pour être sûr et faire des stratégies riskless pour nos users. Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a énormément de recherches sur les subnets. Je pense qu'on ne fera pas énormément de recherches in-house, en fait. Et on va faire des partenariats avec des centres de recherche, des labos. Des Messari ou j'en sais rien. Exactement. Ça peut être du coup une stratégie Messari et nous, on industrialisera ça pour eux. C'est la vision qu'on a aujourd'hui parce que nous, on a énormément, je pense,
explorer du coup toute cette algorithmie, toute la chaîne BitTensor. Et le but, c'est pas de faire un fonds d'investissement et un fonds research. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est limite lancer en partenariat plusieurs stratégies en partenariat avec des messageries-like. Et on avait pensé même par exemple à des index aussi. Par exemple, là, on parle des AI Agents. Il y a 3 subnets aujourd'hui des AI Agents, voire 4. On peut dire, moi, je suis très bullish sur les AI Agents. Nous, on peut faire un index AI Agents. Donc, on vous alloue à part égale sur tous les subnets des AI Agents et on vous rebalance vos subnets, tokens dans les pools, etc. Ok, très cool. Bon, de ce que je comprends, vous êtes quand même très bullish sur BitTensor. Ah ouais. Et enfin, vous voyez dans BitTensor, je sais pas, dans le top 5, top 10 bientôt top 2. Bientôt, je sais pas, mais mais complètement top 5, top 10, c'est 100%. Ouais. Pour vous, c'est un peu peut-être le Solana de ce cycle, si on prend le dernier cycle. C'est pas la même chose que Solana. Non, mais je veux dire en termes de coin qui va hype. Ouais, complètement. Okay. Ça peut surtout que c'est peu liquide et ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage à la hausse aussi pour exploser vite. En fait, moi, je vois énormément de scénarios. C'est pas les scénarios que je priorise, mais je vois des scénarios dans lesquels BitTensor n'explose pas sur les 2 prochaines années. Par contre, je vois très 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 peu de scénarios dans lesquels BitTensor n'explose pas sur les 10 prochaines années. Okay. C'est ça le nord. Je sais pas si le prochain bull run sera la suite de BitTensor ou si ce sera celui d'après, mais moi, ce que je peux simplement dire, c'est qu'il y a déjà, en fait, comparé à beaucoup d'autres projets crypto, il y a déjà énormément de richesse qui a été créée sur ce réseau. Il y a des computer applications qui tournent et qui créent de la valeur aujourd'hui sur ce réseau. Donc elle est déjà utile, cette chaîne. Ok. Surtout, j'imagine, sur des use cases AI notamment. Ouais, c'est ça, sur des use cases AI, sur des use cases de ZK. Malgré qu'il y a, encore en novembre dernier, il n'y avait qu'un subnet. Donc tous les subnets qui commencent à arriver petit à petit, c'est très récent en fait. Ils ont besoin de maturer et on n'est pas à l'abri qu'il y ait un subnet qui explose, avec un clean use case. Exactement. Ça marche. Non, hyper intéressant les gars. Là, je vous propose moment carte blanche un peu, de parler d'un sujet autour de BitTensor. Je sais pas, c'est un peu le moment carte blanche. Est-ce qu'il y a un dernier point que vous voulez partager? C'est dur ça. Faut réfléchir. Non, mais ça va être même une anecdote. Je sais pas sur le développement de la boîte. Ouais, de la boîte. Je pense sur BitTensor, ce qui est intéressant, c'est de voir l'approche qu'a la fondation pour développer la boîte et pour développer le réseau, pardon. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'ils mettent d'abord au cœur ce problème d'incentive, qui est pour moi en fait la raison d'être de la crypto. Pourquoi Bitcoin ça fonctionne aussi bien, c'est parce que ça incentive parfaitement tous les participants au réseau. Et ils ont, d'ailleurs, on voit beaucoup de parallèles entre comment ils ont fait BitTensor et le Bitcoin. Donc 21 millions, la même courbe de halving, qui est un peu tweakée, mais globalement la même chose. Et pourquoi je disais ça? Parce que ils mettent d'abord au cœur la valeur du projet, donc ce système d'incentive. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils vont finir tous les building blocks pour avoir une chaîne bien décentralisée, une chaîne bien accessible à tous, qui fonctionne très bien, qui n'est pas trop grosse en termes de taille, etc. etc. Et en fait, c'est un des seuls projets qui fonctionne de cette façon-là. Je pense peut-être à Hyperliquid qui fait aussi la même chose. D'abord leur UX, les perpétuels, etc. Et après, on va s'occuper de la chaîne. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Ils mettent pas la charrue avant les bœufs, justement. Ils disent, OK, nous, notre use case, c'est ça, on va le faire, on va bien le faire. Et une fois que c'est bien fait, on verra comment l'étendre à tout le monde, on va dire, et le répandre un peu partout. OK. Et un dernier point pour la carte blanche aussi, je pense, qui est important, c'est que nous, on avait ce feeling-là. Moi, je suivais l'écosystème quand même de un peu plus loin que Gustave. Parce que on l'a compris au début, mais moi, j'ai suivi de loin avant vraiment BitTensor. Mais on avait l'impression qu'il y a eu ces gros mouvements. Il y a eu du coup le Bitcoin, il y a eu la DeFi. Et ces derniers temps, on allait de plus en plus deep pour de moins en moins de valeur ajoutée. C'est vraiment une balance. Et avec BitTensor, en fait, on a vraiment trouvé cette plus-value qu'on a amenée à la société. En fait, c'est presque philosophique. C'est comme on en revenait à ce que les civilisations n'ont pas réussi à faire. Mais c'est OK, on va deep, mais c'est une plus-value mais tellement importante que BitTensor peut amener sur leur manière en fait de produire, d'apprendre et de concevoir sur n'importe quel outil, sur n'importe quel sujet de recherche. Et c'est une plus-value énorme à la société. C'est une plus-value en fait que Bitcoin aussi a apporté à la société. Et c'est vraiment le but de BitTensor, c'est d'amener quelque chose pour l'humanité, presque plus que pour la société. Waouh. Ok. Ce sera le mot de la fin. Très philosophique, BitTensor. Bon, on finira sur une note philosophique. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup, merci à toi.